Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors là, c'est le dernier, mais vraiment le dernier DVD sur la WWE en français que je vais reviewer, même si je suppose qu'il y en a qui se propagent un tout petit peu partout, mais que je ne le sais pas. Et que je sais que vous n'avez pas besoin de me faire rappeler qu'il y en a qui m'en manquent, je le sais d'avance. Mais bon, passons. Je vous le montre le dernier, et qu'après ça, je passerai au DVD du circuit indépendant. Donc SummerSlam 2016 en 2 DVD. Donc cette fois-ci, c'est 2 DVD, toujours par Philippe Chiraud et Christophe Ajus. Ah, ça spoil aussi quand même les victoires, notamment des champions, le toujours champion et le nouveau champion, et de la carte. Ça propage un petit peu, mais au moins on a le résumé. Nouvelle ère règne sur l'été. Et bien sûr, il est en français, anglais, allemand et espagnol. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est français. Et qui dure 4h23. Ok, ok. Et que sans trop retarder, ben, je m'attaque directement justement au bonus. Donc les kick-offs du pré-show. Qui est présent dans le deuxième DVD. Donc il est marqué bonus inédit, non diffusé à la télé. Donc voilà quoi. Donc le premier match, c'est... Attendez. Les Usos, les American Alpha et les Hype Bros contre The Faction Police. Enfin, ça s'appelait pas encore The Faction Police, le Breeze and Go. Ça s'appelait pas encore, ça s'appelait encore Breeze and Go. Mais je décide de le surnommer quand même parce que après, je sais qu'ils vont se faire appeler la police de la mode. Voilà quoi. Comme ça, vous le saviez. L'Ascension et les Vaudevillains. Voilà. Inutile de vous faire rappeler qui sont, vous les saviez, et surtout, vous saurez déjà que je les mettrai leur nom en description, comme je fais d'habitude. Et c'est vrai que j'en parle pas trop souvent, c'est vrai qu'il y a quelques liens qui m'arrivent de les mettre en description, par exemple, récemment c'était du côté de Extreme Rules 2016 que j'avais fait une review, j'avais mis la vidéo de Conquerax du pire escroquerie du jeu sur la Nintendo Switch, que vous devez peut-être aller voir. Ou encore quand c'était avec The Rock, j'avais mis sa chaîne YouTube, parce que oui, Dwayne Johnson a une chaîne YouTube, et d'autres, vraiment d'autres, mais bon, si ça vous intéresse d'aller le voir, eh ben je vous invite, même si j'explique pas vraiment à quel moment je les mets en description, en même temps c'est quand même une surprise du chef, voilà. Le match entre les, on va dire, quelques équipes était bon, mais on va dire c'est pas non plus du 5 star, mais il était pas mal et que ça perd pas de temps, ça enchaîne direct et que on veut directement faire chauffer la foule avant passer à la carte principale. Et ce qui est bonne chose, c'est une victoire des Face, donc les Usos, les American Alpha et The Hype Bros. Même si je suppose que vous avez déjà peut-être vu SummerSlam 2023 récemment qui s'est passé euh, hier ou avant-hier. Je suppose que maintenant vous êtes au courant des petits résultats que les youtubeurs les ont bien cités convenablement, alors que moi je m'étais juré de pas, on va dire, dévoiler ce qui s'est passé. Vu comment on me dirait ouais mais attends tu spoil, attends est-ce que c'est une review de SummerSlam 2016 ou une review de SummerSlam 2023? Si c'est le cas, t'aurais pu mettre des photos. Si j'aurais voulu, oui. Mais je prévois jamais tout ça à l'avance. Si ce n'est que je fais la petite illustration, les logos et aussi l'emplacement de comment vous pouvez me suivre, notamment sur Instagram. Si jamais vous avez notamment l'application, vous savez au moins, et je dis au moins, ben, utilisez votre Instagram si vous avez l'application et de taper ce nom-là. Et c'est gratuit, ça prend pas une miette de temps pour vous. Et que
Et que voilà, j'en ai assez trop dit. Concernant le match, vu comment c'est victoire des Face, logique, eh ben c'est 3,20. Et ensuite, oh, j'en ai marre qu'on parle. Attendez, je vais vite venir parce que j'en ai marre d'entendre du bruit. Qu'est-ce qu'on n'est pas tranquille, surtout quand il faut faire des vidéos en paix, qu'on entend du bruit, c'est vraiment chiant. Surtout quand il y a quelqu'un qui, qui parle en levant la voix très haute. Hier, c'était bien sûr ma petite sœur qui disait d'arrêter de fermer la porte parce que vu comment je ne voulais entendre aucun bruit, et bien maintenant c'est au tour de mon frère. Mais bon, je passe au match suivant. Donc cette fois-ci, ben, c'est encore l'équipe des Face, Sami Zayn et Neville, contre les Dudley Boys. Un match plutôt très rapide. J'ai même pas le temps de vous décrire de quoi qui se passe, si ce n'est que ça enchaîne des hotspots sur hotspots, notamment essayer de faire la prise 3D, qui va, on va dire, inverser, mais sauf que ça va pas porter ses fruits. Et que malgré tout, c'est quand même les Faces qui prennent l'avantage avec un Blue Thunder Bomb, Helluva Kick, bien sûr du côté de Sami Zayn, qui fait le changement avec Neville, qui fait son Red Arrow. Et que bien sûr, on connaît le passif de Neville. Maintenant, il se fait appeler Pac, ou le bâtard Pac, comme il se fait appeler. 3,5 ce match-là, même si il était un peu trop rapide. Et maintenant, ben, le troisième et dernier match de kick-off, Sheamus contre Cesaro. Et c'est au meilleur des séries des 7 matchs. Oui, il est marqué là. Eh ben, je crois que c'est leur premier affrontement. Je crois bien. Oui, oui, il est marqué là. C'est parce que j'avais pas bien vu avec. Je m'y perds dans l'écriture de là. Donc, excusez-moi. Donc, c'est au meilleur des 7 matchs. Et ils ont tout dégainé d'un coup jusqu'à ce que, voilà, Sheamus remporte le match dans la ruse, notamment en le mettant épaule contre le poteau, et qui fait un bro kick sur Cesaro, alors que Cesaro, il avait quasiment le match, notamment avec son swing, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, victoire de Sheamus, 3,40. Et maintenant, je passe directement à la carte principale. Et du côté de la carte principale, eh ben, c'est le match par équipe, encore match par équipe. Chris Jericho et Kevin Owens contre ben, l'équipe J certifiée, même si ils ont aucun nom à l'effigie allez, de leur équipe, vu comment c'est Enzo et Big Cass, quoi. Enzo Amore et Big Cass. Même si je me rappelle qu'au début, on va se taper des promos dignes de référence de Enzo Amore, qui va faire référence à de nombreuses choses et à toutes sortes et n'importe quoi. Et ce que je vous l'avais pas dit, mais dans ce SummerSlam-là, les 2 commentateurs français étaient présents sur place. Pas ringside, mais où est-ce qu'il y avait le public, avec les émetteurs, avec les autres commentateurs étrangers. Au passage, et cette fois-ci, ben, Philippe Siro a laissé parler Christophe au moins pour une fois. Ce sera pas, on va dire, ben, comme les autres fois où il lui coupait la parole. Voilà quoi. Au moins, au moins vous le saviez. Mais bon, détail qui n'est peut-être pas important, mais au moins sympa de passage. Si ce n'est que entre les équipes. Mais ça m'énerve hein, quand ils commencent à parler. Vous voyez pourquoi on n'est pas tranquille? Il faudrait que je recoupe une nouvelle fois parce que ça m'énerve. Bon, cette fois-ci, ça va être la bonne. Et si... Oh putain. Putain, là, j'ai bousculé sans faire exprès mon téléphone. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai voulu être trop rapide. Donc je disais au propos des équipes, ben, rien de spécial si ce n'est que, voilà, entre Enzo Amore et Big Cass, ils ont travaillé comme d'habitude en équipe de façon légale. Alors que du côté de Jericho et de Owens, eux, ils ont, on va dire, une fâcheuse tendance à se dire qu'ils sont les meilleurs amis du monde alors qu'ils se connaissent depuis ben, quelques mois, quelques semaines. Voilà, c'est comme si c'était des amis de 20 ans alors qu'ils se connaissent depuis pas longtemps. Et que après on sait qu'ils vont former leur roman d'amitié entre Owens et Jericho. Ça c'était Christophe qui n'arrêtait pas de dire ça, et qui me rendait fou ce connard. Même si je l'aime bien, je l'aime bien.
mais au moins un connard sympathique. Même si, pour certains, il saoule des gens, et certains, il fait rigoler des gens. Comme moi, il me fait beaucoup rigoler. Donc, faut pas qu'il le prenne mal si jamais je dis ça. Mais bon. Euh, Rien de spécial si ce n'est que je me rappelle du finish. Il y a un pop powerbomb, mais sauf que, allez, Enzo, mais il passe au-dessus parce que c'est Owens qui lui a fait donner beaucoup d'élan. Mais malheureusement pour Enzo, il se reçoit un code breaker. Donc c'est un pop-up code breaker, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est victoire des heels. Parce que oui, Owens et Jericho étaient des heels. Donc 3,40 aussi. Et maintenant, je passe au match féminin. Pour le titre féminin de Raw, entre Charlotte Flair contre Sasha Banks. Vu comment on se rappelle au moment où Charlotte a perdu le titre contre Sasha Banks, alors qu'on vient rentrer du nouvel ère, parce que oui, les logos changent. Le logo de Raw se transforme comme si c'était, on va dire, façon... je sais pas comment on peut le qualifier. On dirait un peu façon Nitro, mais, euh, mais en plus construit et reconstruit. Même si c'est pas très bien détaillé ce que je veux dire, mais vous avez compris. Alors que du côté de SmackDown, on appelle plus SmackDown tout court, mais SmackDown Live. Et, euh, et pour ça, vraiment pour ça, on rentre dans une nouvelle ère. Et du coup, dans l'épisode de Raw, elle avait remporté le titre. Et Charlotte n'étant pas contente, elle veut avoir sa clause de revanche pour le titre. Un truc qu'elle aura eu. Et ce que je me rappelle dans ce match, c'est qu'elle a failli très près, mais très près de remporter le match. Même si elle a beaucoup joué en affaiblissant son adversaire, qui est Sasha Banks, qu'on connaît maintenant sous le nom de Mercedes Moné. Notamment ce spot terrible où elle fait un genre de brise d'eau, mais à la place de ça, elle se tombe la tête la première. Mais ça n'empêche pas Sasha Banks de continuer, comme une vraie pro qu'elle est. Et malgré la douleur, elle encaisse, mais elle s'en relève, alors que Charlotte, elle s'acharne à faire des naturelles sélections, des prises totalement barbares, sadiques avec beaucoup de dédain dans les yeux, et, et j'en passe des mots. Et à chaque fois, elle s'énerve parce que elle n'arrive pas à venir à bout de Sasha Banks. Même parfois en allant jusqu'au bord des larmes. Mais bon, il faut un minimum être réaliste, il faut travailler, encore travailler sur son adversaire et jouer encore sur ces fameux anticipations de prise. Un truc que Sasha Banks va vite comprendre un tout petit peu jusqu'à ce qu'elle se fera avoir à la fin. Donc elle tente ces fameux prises, ces petits coups, ces petits coups de genoux dans le coin, que ce soit dans la face ou dans le bide, ou même dans le dos, ça peut même arriver. Et surtout, son backstabber et son bank segment, on pensait que ce serait fini et que Charlotte serait cuit et qu'elle n'aura pas autre chance au titre et que Sasha Banks va rester encore championne longtemps. Mais sans compter que Charlotte a juste tiré la jambe alors qu'elle est emprisonnée dans un bank segment. Elle a juste prisonné la jambe pour le faire un genre de paquet qui n'est pas, on va dire, très petit paquet rien, si c'est pas, on va dire, très bien dit ce que je veux dire. Mais elle remporte la victoire. Et elle remporte le titre. Donc ça veut dire que son règne à Sasha Banks, à chaque fois qu'elle est championne, son règne ne dure pas longtemps. Surtout dans le roster. Hein. C'est plus dans le roster que de chez côté NXT, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à ce que, voilà, on connaît après, elle va rattraper ses retards, notamment de titres. Surtout le titre féminin de SmackDown, où elle avait remporté, mais cette fois-ci, elle ne perd pas au bord d'un mois ou 2 mois et plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais que c'est victoire de Charlotte, et que je sais que maintenant, il y en a qui sont saoulés de voir Charlotte être tout le temps à l'affiche du match, tout le temps pour une ceinture.
Parce que, oui, je sais, on l'adore Charlotte, mais ce qui nous énerve chez elle, c'est que elle veut avoir une chance au titre, mais sans, on va dire, faire la queue. Et que c'est un peu, on va dire, dégueulasse parce que il y en a qui attendent depuis tellement longtemps pour devenir championne ou champion et qui se font doubler par quelqu'un qui a déjà été champion de sa carrière mais qui ne laisse pas passer les autres passer. C'est ce qui s'appelle ne laisser aucune chance à personne et que heureusement que récemment elle n'a pas remporté le titre, même si on sait que c'est Bianca Belair qui a remporté le titre, mais que c'est Io Sky qui a caché sa mallette pour devenir championne. Et que par la suite, on est content d'elle. Bon, ça c'est que récemment. Donc ce match-là, ben, pareil, 3,40. Si. Ouais, ouais, 3,40. Je peux l'ajouter. Maintenant, ben, match pour le titre des États-Unis. Des États-Unis. Non, intercontinental, excusez-moi. Euh, le Miz contre Apollo Crews. Alors, il y a une petite histoire comme quoi le Miz, il se moquait de Apollo Crews en appelant pas par son nom cordialement bien fait, mais il l'appelle sous le nom de Apollo Creed. Donc, à la place de dire Apollo Crews, c'est Apollo Creed. Alors que, voilà, on n'est pas dans Rocky. Apollo Crews, certes, il a le prénom Apollo, mais c'est pas comme s'il sortait du film Rocky. Et du coup, ben, Crews veut lui faire rappeler que c'est Apollo Crews, Crews. Eh ben, le Miz se fout encore de sa gueule. Eh ben, c'est là où leur petite, je dis bien petite rivalité a commencé. Et ça va, on va dire, se poursuivre, même si je sais que le Miz il a d'autres atouts, notamment utiliser sa femme pour distraire l'arbitre. Et sa femme, bien sûr, vous savez que c'est Maryse. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Ou encore ces fameux petites ruses dont il a le secret et qu'on essaie de décrypter à chaque instant de ces petits secrets, même si ça passe pas, ça n'a aucune importance. Mais bon, il arrive quand même à le surprendre. Si je crois bien, c'est Maryse qui fait diversion et que lui, il fait un étranglement des yeux, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça, hein, j'en suis pas sûr, mais tout ce que je sais, c'est que le Miz remporte le match et il conserve son titre. Soit avec un, ouais, c'est un Skull Crushing Finale qui remporte le match. Et ce match-là, ben, pareil, 3,5, il était pas mauvais, mais bon. Et là, ben, encore un match très très sérieux, oui, que je l'ai beaucoup cité même. AJ Styles contre John Cena. Et leur rivalité n'est pas la dernière, vraiment pas du tout la dernière, mais ce qui signifie ben, un genre de passement de flambeau, pas entre jeune et ancienne superstar, loin de là, mais vraiment un passage de témoin. Même si de l'autre côté, AJ reste toujours heel par excellence, il restera un peu heel jusqu'à ce que le lendemain de WrestleMania 33, si je me rappelle bien. Mais bon, on n'est pas encore à là, c'est une autre histoire. Euh, je me rappelle des multiples segments, comme quoi AJ dit que il n'aura pas besoin cette fois-ci de Gallows Anderson pour parvenir à ses fins, car il aura besoin de personne pour battre tout seul John Cena comme un grand. Donc ça, ces fameuses paroles, il aura tenu, et que John Cena lui promet que ce sera le plus gros match de sa carrière, et que il n'est pas prêt de l'oublier, et surtout de ne pas être intérêt d'être déçu. Donc ce match-là, vous savez que je l'ai beaucoup noté, que ce soit dans le coffret de AJ Styles de la WWE, bien sûr, ou si je crois bien, non, pas dans Best of Pay-Per-View 2016, je ne pense pas, mais je sais bien l'avoir déjà noté, ça, je me rappelle très bien. Et que j'ai pas besoin de vous faire de dessin, même si AJ prend un peu trop John Cena à la légère, il le prend un peu de haut, et que il le tacle à chaque fait et geste, mais ça n'empêche pas John Cena de continuer le match et de prouver le contraire
Ah, AJ, vraiment, il le prouve totalement le contraire. Et que et qu'après après son temps de pavaner sous le ring, eh ben, il pavane AJ. Il le fait vraiment pavaner, il le fait un tout petit peu valdinguer, même s'il fait ses fameux moves habituels, comme les coups de bélier, les shot power bombs, les five knuckle shuffle, tentative de attitude adjustment ou de STF, enfin STF. Tente vraiment le tout fois et AJ sort. Alors que AJ fait un, ça ne passe pas. Phenomenal Forearm, ça ne passe pas. Calf Crusher ne passera pas du tout, vu comment on connaît l'attitude de John Cena, il n'abandonne jamais. Vraiment, tous les prises fétiches que AJ peut lui faire à John Cena ne va pas passer. Et après quelques multiples de Attitude Adjustment et qui ne passent pas, John Cena commence à douter et il veut quand même en finir, mais c'est là où AJ le surprend avec un Styles Clash et qu'après il en termine avec un Phenomenal Forearm pour la victoire. Donc c'est victoire de AJ Styles. Et ce match-là, je me rappelle très bien l'avoir noté, car c'est 4,90. Alors que au Royal Rumble 2017, c'était un 5. Mais bon, le match était parfait, vraiment parfait. Un des meilleurs matchs de ce show. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais pourtant c'est un des meilleurs matchs. Et que après ça, ben, ça permet à AJ de relancer vraiment sa position en domination à la WWE. Et que d'ici pas longtemps, il va devenir champion de la WWE en battant Dean Ambrose à Backlash, si mes souvenirs sont bons. Et que malheureusement, ce pay-per-view-là, il est dur à trouver en français et encore moins en DVD. À ce que j'ai vu, hein, j'en suis pas toujours sûr, mais j'ai l'impression. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et que de l'autre côté, ben, John Cena, il fait comme si c'était sa dernière, notamment en posant son bandeau du brassard au centre du ring et en partant sur l'acclamation du public, alors que la moitié du public n'avait pas arrêté de le siffler, de scander Cena Sox et de scander Let's Go AJ. Mais bon, c'est un incroyable match et on passe à la suite. Excusez-moi. Alors là, ben, c'est encore un match par équipe. Oui, encore. Alors que plus tôt dans la soirée, ben, il y avait Jon Stewart qui faisait un petit peu le couillon en croisant ben, Daniel Bryan et Shane McMahon et aussi Mick Foley et qui taclait un petit peu Stephanie McMahon en disant mais pourquoi tu traînes avec cette folle, cet abus de pouvoir et j'en passe et que Stephanie McMahon était pas loin, l'a entendu même à des petits kilomètres et que après ça ben, le New Day ben, il vient, ils interrompent un peu les commissaires de Raw et de SmackDown et les general managers également, et que il croise Jon Stewart et qu'il voit qu'il est toujours accompagné de son fils, voilà, pour rejoindre leur petit camp du New Day. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors que un peu plus tôt, je l'avais peut-être pas dit par rapport à AJ et le club, mais il était en train de se préparer et voir ses fameux potes. Mais aussi de l'autre côté, il y avait Finn Balor qui n'était pas encore en train de se préparer à se peinturer en démon. Et ben ils le croisent, ils veulent faire le signe tout suite, mais Balor refuse. Voilà. Donc ça c'était un tout petit peu plus tôt, mais que je ne l'avais peut-être pas dit vu comment je suis très rapide dans mes fameux enchaînements d'explications. Donc c'est là où Jon Stewart fait son entrée et que il dit par rapport au match entre John Cena et AJ que personne n'a intervenu cette fois-ci et cet imbécile a eu de la chance de ne pas intervenir. Donc forcément il parle bien de lui-même vu comment l'année passée lors de SummerSlam 2015 c'était lui qui avait intervenu dans le match entre John Cena et Seth Rollins pour empêcher que John Cena égalise le record de Ric Flair. Donc tout ça parce qu'il adorait vraiment Flair. Et si je crois bien, ben, il a honte maintenant quand il se reçoit une prise, qu'on voit son bidon, son ventre. Donc à mon avis, il a honte de montrer son corps. Peut-être qu'il est pudique, forcément,
rien de surprenant parce que tout le monde, la plupart, peut être pudique, d'autres oui, d'autres non. Donc, donc là, bah, il se prépare à mettre son t-shirt du nudé et mettre sa petite corne de licorne. Et qu'après, il veut faire une présentation à la Biggie, mais sauf que voilà, il fait pas mieux que Biggie pour accueillir le nudé. Et après, il y a les docteurs du sexologue, j'aimerais bien les appeler, vu comment ils ont, on va dire, les testicules de Biggie, même si c'est pas vraiment des véritables testicules, et qu'ils ont pris 3 petits bocaux. Le bocal pour Kofi, pour Xavier et le petit pour Jon Stewart. Donc tout ça pour des histoires de parties intimes. Mais bon, c'est pas, on va dire, ce qui nous emballe le plus. Le match se débute tranquillement avec des enchaînements à leur habitude, que ce soit du New Day ou des Good Brothers. Vraiment, ils enchaînent comme ils peuvent pour essayer de réveiller un peu le public, même s'ils savent qu'ils sont sortis d'un incroyable match entre AJ et John. Mais ils veulent encore marquer les esprits. Mais après, dans la foulée, je me rappelle surtout de niveau de la fin, quand Jon Stewart voulait faire un peu le couillon en faisant tout sweet à Gallows Anderson, mais les deux frères, enfin, les deux faux frères ne veulent rien entendre, ils veulent s'emparer des jambes de Jon Stewart, et que Jon Stewart se prépare à mettre son t-shirt justement dans son pantalon pour éviter qu'on voit son ventre, et que les deux frères, enfin les deux faux frères, se préparent pour lui écraser les boules. Mais c'est là où Biggie intervient et ça provoque une disqualification du Nudé parce que Biggie est intervenu. Donc c'est victoire des Good Brothers par disqualification. Et je me rappelle, il enchaîne des belly to belly, encore un belly to belly. Et qu'après, il s'empare du bocal où il y a les fameux boules, je sais pas si c'était des œufs, dans d'un genre de. Je sais pas si c'était de l'eau ou du liquide, mais en tout cas, je me rappelle, il boit ça alors que c'est forcément dégueulasse. Et qui commence à cracher. Voilà. Tout ça pour ça, ce match-là, 3,20, j'aurais pu être emballé, mais bon, on passe pas à côté de Cena et Jay. Vraiment pas. Et ensuite, match pour le titre de la WWE entre Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. Alors, vu comment Dean Ambrose est devenu champion, il commence à gagner en confiance. Et surtout quand il avait battu Seth Rollins et Roman Reigns, il commence à avoir plus la confiance, il commence à avoir tout le staff à ses pieds. Et il commence, on va dire, un peu à commander, à être le patron, même si voilà, il a rien d'un boss, mais il se comporte comme un véritable patron. Par exemple, qu'il lui faut son café, ou il lui faut des petits trucs, rien d'important, mais au moins il l'obtient, parce que vu comment c'est le champion, et que c'est lui qui fait sa loi, et que voilà quoi, au moins il prend un petit peu la confiance et qui voilà, Attendez, je pense que je vais un petit peu couper parce que j'ai l'impression qu'après on va m'appeler. Donc à tout de suite. Encore une nouvelle fois, fausse alerte. Je continue alors mon histoire autour de Dean Ambrose. Vu comment il est devenu un champion impitoyable et imperturbable, qui commence un peu limite d'être prétentieux. Surtout quand Dolph Ziggler remporte le match et qu'il va affronter Dean Ambrose. Dean Ambrose le prend un petit peu de haut, il le prend pas un peu au sérieux, alors que Dolph Ziggler, il prouve que ce n'est pas n'importe qui, mais qui veut le titre de Ambrose pour avoir au moins sa chance, au moins une chance méritée, et qu'il suffit d'un super kick ou d'un zigzag pour venir à bout de Dean Ambrose, et pas Dolph Ziggler lui-même. Donc je me rappelle que dans ce match-là, ça poursuit, enfin ça poursuit encore, et qu'il y avait des petites tensions, vraiment des tensions, et que même le commissaire et le general manager étaient obligés de les séparer, vraiment de les séparer pour éviter qu'il y a bagarre bien avant, que le match débute, et que comme je vous disais, Dean Ambrose fait un peu le prétentieux dans ce match, et que Dolph Ziggler fait un peu celui qui se comporte comme un héros mais qui veut le titre, même malgré les chances qu'il y a contre lui. Et que Dean Ambrose va un peu se moquer
de Dolph Ziggler, notamment en faisant remuer le bassin, comme faisait un certain Dolph Ziggler. Un truc qu'il ne va pas apprécier à Dolph Ziggler, il l'allume, il fait un super kick, il tente tout ce qu'il a, vraiment tout, 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 tout ce qu'il a, mais ça ne va pas suffire car je me rappelle du spot final à la fin, au moment où il est faire son, allez, son X Factor, son X Factor de la troisième corde, eh ben Ambrose retombe sur ses pieds et il fait un Dirty pour la victoire. Voilà, c'est court ce que je viens de dire, mais au moins ça suffit largement. Euh, 3,60, ce match-là, je lui mets ça. Et après ça, ben, match à 6, par équipe bien sûr, entre l'équipe des Heels et l'équipe des Face. Alors, tout ce que je peux dire. Normalement, dans l'équipe Natalia et Alexa Bliss, on devait avoir Eva Marie, mais avant ça, c'est l'entrée des Face, Becky Lynch, Naomi et Carmella, fraîchement arrivées du côté de SmackDown. Et que du côté des Heels, il y a Natalia et Alexa Bliss, que elle aussi, elle est fraîchement draftée à SmackDown. Mais on devait avoir Eva Marie, mais la voix masculin dit que voilà, il fait des bons compliments, comme quoi c'est la femme la plus charismatique, elle voit tout en rouge, ou elle est hyper sexy, elle est à l'affût des magazines, mais qu'elle ne veut pas venir ce soir à cause de la méchanceté, car elle a des problèmes d'anxiété avec les fans. Et je me rappelle des segments, surtout quand elle a voulu affronter Becky Lynch. Par exemple, un premier temps, elle arrive, mais elle fait comme si elle avait mal au genou. Le deuxième match, enfin, la deuxième fois qu'elle a voulu monter sur le ring face à Becky Lynch, elle voulait ça, elle voulait l'affronter, mais son soutif tombe et bizarrement, ben, elle veut pas combattre. Et la troisième fois, ben, j'ai pas le moindre souvenir, si ce n'est que celui-ci, c'est sa troisième. Et qu'après ça, on ne la verra plus depuis longtemps. Jusqu'à ce que c'est en 2000, je sais pas si c'est 2021 ou 2022, qu'on va la voir et qu'après, elle va se faire encore libérer de son contrat, enfin licencier. Mais en tout cas, elle est remplacée par Nikki Bella. Que elle non plus, elle ne fait plus partie de la WWE. Elle est sa sœur. C'est pas qu'ils sont à la AEW, mais ils sont chez eux. Ils n'ont pas peut-être envie d'apparaître à la AEW ou dans d'autres fédérations, vu comment elles préfèrent rester là où elles sont. Enfin, faut jamais dire jamais. Le match, il s'est beaucoup trop passé, si ce n'est que je serais obligé de skipper la moitié des matchs, si ce n'est que, voilà, il y a des gros spots, encore petits spots, encore des gros spots, ah, gros spots, et pas grosse crotte, ça ne veut rien dire. Ouais, ben, à chaque tentative des prises, même des petits finishers, si ce n'est que ce sera Nikki Bella qui aura le dernier mot quand elle va faire son fameux coup de coude sur Carmella. Et normalement, elle en termine avec son torturac. Mais vu comment elle revient de blessure et qu'elle vient de faire son retour, elle décide de changer son finish en TKO. Donc, vous voyez, on porte sur ses épaules et on fait comme si on faisait un RKO. Donc, ça s'appelle un TKO. Et ça, c'est la fin du premier DVD. Et que dans le deuxième DVD, il n'y a plus que normalement 3 matchs, mais sauf que c'est pas 3 matchs, mais 2 matchs. Vu comment, vu comment ceux-là, ils font partie du deuxième DVD. Mais bon, je vais quand même citer tout de même. Match pour couronner le nouveau champion universel entre The Demon King Finn Balor contre Seth Rollins, qui se faisait un tout petit peu appeler Seth Freaking Rollins, mais sauf qu'il n'y a pas de d'autres noms, même s'il abordait déjà Seth Freaking Rollins. Et tout ce que je me rappelle, c'est qu'au moment où Stephanie McMahon et Mick Foley ont présenté le titre, eh ben, il y a eu une tornade de huées pour le titre, vu comment c'est exactement comme le titre de la WWE. Donc il n'y a aucune évolution du titre, aucun changement. C'est de la même chose. Et que c'est là où les fans commencent un peu à boycotter les titres
comme les titres féminins de Raw où ils ont boycotté parce que c'est la même chose et parce que ils veulent pas faire les choses à moitié, ils veulent que tout se ressemble. Et c'est un peu ça le problème. Ils veulent que tout se ressemble pour que voilà, on passe pas à côté, pour qu'on n'enlève pas du prestige entre guillemets. Mais ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien de ce qu'ils font. Et pour ça, ils ont un tout petit peu sali le match, alors que le match entre Finn Balor et Seth Rollins est vraiment bon. Et à cette période-là, vous savez que Finn Balor, il vient de faire ses débuts dans le roster, alors qu'il sortait d'un magnifique run de chez NXT. Et que à peine sorti de la NXT, il bat les 3 autres catcheurs. Si je crois bien, c'était Kevin Owens, Rusev et encore un autre, mais je ne sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me rappelle qu'il avait affronté les 3 gars jusqu'à ce qu'il affronte Reigns en petit finale de Raw. Et que vous saviez que Roman Reigns avait été suspendu pour avoir, on va dire, enfreint la règle de la wellness policy. Il a violé la règle pour un test antidopage. Donc il a échoué à un test antidopage. Et c'est pour ça qu'il a perdu face à Finn Balor. Mais au moins, il peut se vanter d'avoir au moins battu pour une fois Roman Reigns. Et qu'après ça, il ne le battra plus Roman Reigns depuis longtemps. Et c'est pareil pour Seth Rollins, il ne le battra plus depuis qu'il sera revenu de blessure à l'épaule. Oui, oui. De l'épaule. En 2017, lorsqu'il veut s'associer au nouveau club qu'il formera, Balor Club, et que lors d'un match, eh ben, il perd contre Seth Rollins. Après pas mal de matchs, encore et encore, jusqu'en 2023, les deux ne vont pas s'arrêter de s'affronter, et à chaque fois, Seth Rollins a toujours le dernier mot. Et que récemment, je sais que il y avait le Judgment Day, mais pour moi, et je vais être honnête avec vous, récemment avec le Judgment Day, surtout la faute de Damien Priest, si Finn Balor ne remporte pas le titre, c'est la faute de Judgment Day, surtout de Damien Priest. Et j'ai l'impression que Judgment Day va trahir Finn Balor. J'ai l'impression qu'il va vraiment trahir Finn Balor. Mais en tout cas, ça va peut-être pas tarder. De toute façon, dans le Judgment Day, il n'y a pas de véritable chef. On dirait que les personnes là, surtout Rhea, Dominique et Damien, on dirait qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils font comme si ils sont tout permis, comme s'ils n'ont pas besoin d'un chef pour se faire un nom. Pour eux, c'est comme si c'était eux les chefs. Alors que je rappelle que dans Judgment Day, le premier à être chef, c'était Edge, jusqu'à ce qu'il se retourne contre lui. En gros, ils ont un tout petit peu profité de Edge, et maintenant ils sont en train de profiter de Finn Balor. Moi, c'est ce que je vois comme ça, hein. Sachez, je vois de cette manière, parce que pour moi, l'explosion de Judgment Day va pas tarder. Même s'il reste plus que 3 membres, euh, pour moi, euh, pour moi, c'est sûr et certain, ça va se casser d'un coup, hein. Ça va se casser la gueule comme un château de cartes. Et que c'est dans ce fameux match, justement, où Finn Balor, ben, il se blesse vraiment à l'épaule. Et qu'il n'aurait pas dû mettre en premier son coude dans la barrière. Son dos peut-être, mais pas son coude. Mais erreur, vraiment erreur de Finn Balor. Mais il a quand même continué le match avec un bras cassé. Enfin, je dis un bras cassé ou épaule cassée. Donc il a quand même continué le match, même si Rollins, en véritable heel, il s'acharne sur lui, vraiment, il, euh, il le matraque, il l'humilie, il le prend pas au sérieux, alors que Finn Balor, il prouve que c'est un tueur, un démon qui craint personne, et qui va quand même finir le match en faisant ses fameuses prises, surtout aussi en anticipant la plupart des attaques de Rollins, et quand c'est pas anticipé, il subit les prises de Rollins, mais qui s'en sort. Il s'en sort vraiment. Et après, c'est là où Finn Balor reprend l'avantage. Il se tombe un tout petit peu Rollins au niveau du torse. Il fait des John Woo dropkick du coin, encore une dernière, jusqu'à ce qu'il fait le coup de grâce
pour la victoire. Et là, c'était une incroyable victoire pour Finn Balor, qui remporte le titre universel, même si le public ont chié sous cette ceinture, mais ils peuvent pas chier éternellement sur le match, vu comment le match était très bon. Et que, et que voilà, il remporte le titre, il embrasse sa maman et son papa, et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. 4,70, voilà, je le mets ça, ou 70 si vous préférez. Et normalement, à la petite toute fin du show, on devait avoir un match pour le titre des États-Unis entre Rusev et Roman Reigns, mais sauf que Rusev n'a pas digéré l'humiliation qu'il a subie lors d'un épisode de Raw, parce que voilà, il vient de se marier avec Lana, et que il veut ben, sauver l'honneur de sa femme pour éviter les moqueries. Donc il décide de allumer Roman Reigns, et que Roman Reigns, bien sûr, il va pas se laisser faire, il va l'allumer, mais que après ça, ben, justement, le match n'aura pas lieu, vu comment Rusev fait comme si il est blessé, même si en vérité c'est pas vrai. Et que c'est là où Roman Reigns intervient une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour le faire inspire, pour clôturer ce fameux segment, et que maintenant les choses sérieuses vont commencer pour le main event, le véritable main event. Brock Lesnar contre Randy Orton. Donc la vipère contre la bête. Suplex City contre Viperville. Et que vous saviez que les deux hommes se sont connus avec John Cena, Batista, Shelton Benjamin à la Ohio Valley Wrestling, la OVW. Et que, vu comment pour certains c'est un match de rêve, et je suis pas en train d'exagérer, à l'époque c'était vraiment quelque chose, c'était un match de rêve, et de voir la bête contre la vipère, c'est quelque chose d'inédit, même si je sais que au début de leur carrière, Randy Orton et Brock Lesnar se sont déjà affrontés, mais quand il n'y avait pas, on va dire, tout l'enjeu derrière. Tout ce que je sais, tout ce que je sais par rapport à ce match, et peut-être que je vais vous dévoiler ben, les petites anecdotes données par Catch Club et aussi par Axel de WWE Fan France, si je peux le faire, bien sûr. Les fameuses anecdotes en coulisses par rapport à ce match, vu comment le finish, on ne connaît pas du tout le finish. Peut-être que Lesnar et Orton connaissent le finish, mais que certains catcheurs ne le savent pas, parce que vu comment Chris Jericho, qui était encore là, il demandait c'était quoi le finish, les producteurs ne refusent de le répondre, même Michael Hayes refuse de le répondre, sera le finish, vu comment les deux enchaînent des multiples prises, Germain souplex, surtout de la part de Brock Lesnar, alors que Orton fait tout pour s'en sortir, même essaie un RKO, mais sauf qu'il se fait avoir par la bête, même quand c'est à l'extérieur, eh ben je me rappelle que Randy Orton va passer à travers une table, et lors d'une deuxième table, eh ben ils veulent faire passer à travers, mais Randy Orton lui fait un RKO, après il enchaîne encore un RKO, ça ne suffit pas à battre la bête, même s'il a un petit peu envoyé à Viperville, donc la ville des vipères. Oui, la ville des vipères, c'est aussi une ville dangereuse. Dans l'univers de Randy Orton, bien sûr, hein. Alors que dans l'univers de Brock Lesnar, c'est aussi dangereux parce qu'on fait des souplexes partout, vraiment partout, et qu'on a des chances de mourir. Mais bon, ça, tout ça n'est qu'un slogan. Donc, il décide de passer à l'étape supérieure, Randy Orton, en faisant un punt kick, mais c'est là où Brock Lesnar l'attrape et fait un F5. Il pensait pouvoir faire la différence en un F5, mais ça ne va pas suffire. Et que Brock Lesnar va décider de enlever ses gants de boxe pour lui asséner des droites à Randy Orton, jusqu'à ce qu'il enlève la garde de Randy Orton et qu'il lui fait un terrible coup de coude au crâne, encore un deuxième, un troisième même. Donc il suffit de 3 coups de coude pour vous ouvrir le crâne. Donc il assène des coups de poing, encore des coups de poing, et du coup ben, Randy Orton, ben, il est comme KO. Il est KO et il pisse le sang du front, alors que je vous rappelle, on est toujours dans le côté PG, on est toujours dans l'ère PG, et que le sang ne doit pas apparaître à l'écran. Mais bon, ça c'est pas PG du tout. Au lieu de ça, on aurait pu retirer le côté PG et mettre le côté... ben, c'est pour tous, mais pas pour tous les enfants.
vu comment il y en a peut-être des enfants qui regardent ça à la télé ou même sur place. Mais bon, il a saigné Randy Orton et que Randy Orton va se noyer dans une petite mare de sang. Donc il va encore s'acharner, et l'arbitre il va désigner Brock Lesnar vainqueur par KO technique. On va dire un genre de TKO dans le match. Et qu'il assène encore des droites alors que les médecins s'occupent de Randy Orton pour essayer de lui fermer la plaie du front. Mais il veut rien entendre, il veut le détruire, encore le détruire, jusqu'à ce qu'il y ait le commissaire ou le general manager qui est Shane McMahon, qui était encore face à cette période-là, qui veut sauver son catcheur de SmackDown, parce qu'il faut savoir, entre Raw et SmackDown, c'est du SmackDown versus Raw, entre Brock Lesnar et Randy Orton. Il y en a qui ne le savent pas, mais maintenant vous le saviez. Donc il veut sauver Randy Orton, mais sauf qu'il se prend un 5 de la part de Brock Lesnar, et ce show se conclut par une controverse, une victoire controversée. Par contre, ça m'énerve parce qu'il y a encore du bruit, donc je crois qu'avant qu'on passe à la fin, je vais un petit peu couper. Bon, je vais vite passer à la toute fin du show parce que je pense que je suis quand même à bout, surtout quand mon chien commence à aboyer. Donc ça commence un petit peu à m'énerver. Donc je passe de ce qui s'est passé en coulisses. Alors, vu comment Jericho... Putain, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Vu comment Jericho n'était pas content de ce genre de finish du match, et qu'il disait que ça n'avait aucun sens, que c'était n'importe quoi, eh ben, il décidait de confronter Brock Lesnar, un coup que Brock Lesnar passe le rideau. Il a commencé, c'est pas montré par les caméras, bien sûr, c'était en dehors des caméras, sachez-le. Donc il commence à le confronter, et qu'après, ils ont commencé un peu à s'engueuler. Après, c'est pas très clair de ce qu'ils disent comme témoignage. Il dit qu'ils ont parlé un peu doucement, après ils ont commencé à s'engueuler, et que selon les témoignages, Brock Lesnar était tête contre celle de Jericho, et qu'il a commencé à embrasser sur le front comme un enfant, et qui lui disait de, de manière pas, on va dire, comme s'il était gay, parce que Brock Lesnar n'est pas gay du tout, mais il le dit de manière, tyrannique ou sadique, en disant embrasse-moi ou frappe-moi, salope. Il lui a dit salope à Jericho. Un truc qui n'a pas plu à Jericho, qui a commencé à pousser Lesnar et qu'il a voulu se battre avec Brock Lesnar jusqu'à ce que les officiels séparent les deux hommes, et que Triple H, qui était encore là, disait que c'était de la faute de Lesnar et pas de celle de Jericho, vu comment il était inquiet. Il était vraiment inquiet par son ami. Et que voilà, au moins vous savez l'anecdote par rapport à ce qui s'est passé en coulisses entre Jericho et Lesnar. Mais bon, en tout cas, le finish restera quand même mystérieux. Et après ça, on n'aura pas aucun affrontement entre les deux hommes. Vraiment aucune. Bon, ici, je vais clôturer cette vidéo. Donc tout d'abord le match. Je lui mets un 3,70. Excusez-moi si vous avez du mal à m'entendre, mais c'est un 3,70 vu comment j'essaie d'être plus rapide. Les matchs, les bonus, les segments, promos, les interviews à l'ensemble, 4,80. Sachez-le, je mets 4,80. Et maintenant, je passe au DVD indépendant. Et ça va prendre un tout petit peu du temps. Il faut me faire confiance. Excusez-moi si vous avez encore du mal à m'entendre. Donc, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.